Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue à nos experts, bienvenue Claude, bienvenue tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, en bonne forme pour assister à ce magnifique webinaire. On est ravis d'avoir ces experts de haute volée avec nous. Claude, je te laisse la parole. Alors, bienvenue à tous, chers connectés et chers experts. Donc, aujourd'hui, nous entamons un nouveau webinaire. Je vais vous présenter tout à l'heure tous nos experts qui sont sur le plateau, mais auparavant, je repasse la parole quelques secondes seulement à Frédéric pour qu'il fasse un petit point technique. Juste quelques instants pour vous signaler que vous devez être connecté sur Google Chrome. Comme d'habitude, hein, vous êtes habitué au modèle. Donc, si vous avez un problème, vous copiez-collez le lien qui vous a été envoyé sur votre espace Google Chrome, sur votre navigateur Google Chrome, et essayez de privilégier plutôt la connexion filaire, la connexion Wi-Fi pour ne pas louper cette session. Bien, alors, vous préparez vos questions. Vous savez que notre thème aujourd'hui, c'est d'interroger les experts étrangers pour savoir comment ça s'est passé dans leur pays, quelles leçons on peut en tirer, est-ce que nous pouvons en tirer des bénéfices de toutes ces leçons. Et en attendant, je vais déjà vous les présenter, mais n'hésitez pas déjà à poser vos questions sur le chat. Cyril Cohen, donc chacun fera un petit signe pour voir Cyril, vous pouvez lever la main, voilà. Cyril Cohen, vous êtes professeur en immunologie à l'université de Bar en Israël et vous êtes aussi Bar-Ilan. Membre du conseil scientifique pour les vaccins contre la Covid au ministère de la Santé de votre pays. Merci Cyril de vous être connecté. Je crois que nous avons un petit décalage horaire, mais c'est très bien, vous êtes à l'heure. Oui, Guillaume Zaguri, un petit coucou Guillaume. Bonjour. Guillaume aussi est médecin, il est épidémiologiste. Guillaume exerce en Chine depuis 20 ans. Par ailleurs, il est directeur général peut-être nous en dira deux mots de Biotech 21e siècle, bio. Et il a écrit un ouvrage que nous vous représenterons tout à l'heure qui s'appelle Première pandémie de l'ère digitale, publié chez Mediciline. Je ne sais pas si on dit Mediciline ou Mediciline. Mediciline. Voilà Guillaume. Et Jean-Pierre Thierry, qui est médecin de santé publique, qui est conseiller médical de France Asso Santé. Et donc Jean-Pierre, en même temps, fait pour nous une veille internationale et nous confronterons peut-être les expériences Chine-Israël avec les expériences européennes, voire aux États-Unis. Merci à tous d'être là. Guillaume est encore un petit peu en jet lag, un petit décalage horaire, puisqu'il vient de se poser sur le sol français. Et ce sera sans doute plus facile de discuter ensemble d'ici que de là-bas, mais il s'était engagé à être quand même connecté, si ce l'était, à 1h du matin, hein, c'est ça? Il y a un petit décalage quand même. Effectivement, il y a 6 heures de décalage. Ouais. Voilà. Donc, le temps qu'arrivent les premières questions et que nous appelons de nos voeux, en attendant, est-ce que vous pouvez nous dire tous les trois où en est-on? Nous, ici, on nous a annoncé la 6e vague en début de semaine, en milieu de semaine dernière. Donc, on voit bien que ça monte les arrivées dans les établissements de santé et aux urgences. Où en est-on? Est-ce qu'il y a une 6e vague en Chine, Guillaume? En fait, en Chine, on va pas parler de vague, on va parler de phase. De phase. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 phases. Il y a eu la première phase qui était essentiellement dans le Hubei, à Wuhan, et à 95% des cas, 95% des décès étaient localisés là-bas, qui a été complètement isolé du reste de la Chine, et ils ont traité ça en 4-5 mois. Et il y a eu un bilan de 4000 décès officiels, il y en aura sûrement plus. Mais à partir de là, de avril 2020 à avril 2022 aujourd'hui, donc cette deuxième phase, il n'y a pas eu de décès. Il y a eu des zéro Covid, et c'est une réalité, j'étais sur place, il n'y avait pas de cas de Covid. C'est bien de témoigner qu'il y a zéro Covid, parce que nous, de France, on pense qu'on ne dit pas tout. Non, mais là, je connais bien les hôpitaux, on a des amis partout. Il y a eu zéro. Il y a eu des petites crises à 200 cas, etc., et qui ont été immédiatement traitées par un Canadair, où on fait des millions de tests, on isole tout le monde, etc. Mais au maximum, il y avait 200 cas par jour dans certaines localités qui ont été traités. Et ce qui est extraordinaire maintenant, c'est ce qui arrive actuellement avec la 3e phase, où effectivement, on est en phase épidémique, essentiellement à 2 niveaux. Jilin, près de la Corée du Sud, en Corée du Sud, ils sont à 600 000 cas par jour, ils étaient en tout cas, et
Shanghai, à partir de cas de gens qui sont venus de Hong Kong, où on dénote à peu près 15 000 cas par jour, ou à peu près, et où la ville est vraiment, il y a un isolement total de la ville actuellement, et depuis une semaine, 10 jours. Et l'enjeu, on en parlera tout à l'heure, est phénoménal, parce que je vous en dirai pourquoi. Je vous dirai ça après. Voilà. D'accord, merci. Cyril, en Israël, où est-ce qu'on en est? En Israël, ça va? Écoutez, on a eu un petit rebond d'épidémie il y a à peu près 2 semaines. On essaye de comprendre les raisons de ce rebond. Alors bon, évidemment, à la base, on a parlé du BA2, évidemment, du variant BA2. Mais d'un autre côté, lorsqu'on analyse un peu ce qui s'est passé, on a eu une montée comme ça. On était à peu près à 6 000 cas. On est monté à 13 000 cas. Et certains d'entre nous, moi-même, pensions que ça n'allait pas remonter énormément. Et effectivement, le R0 est remonté. On est aujourd'hui à 0,88. Et donc, cette petite montée, cette mini-vague est en train de se résorber. On espère que ça va continuer. On attend de voir parce que d'ici 2 semaines, 1 semaine et demie, on va avoir une fois de plus un rassemblement. Enfin, je parle au niveau on va célébrer la Pâque juive en Israël. Donc, on sait que quelquefois, ces célébrations sont accompagnées d'un petit rebond d'épidémie, mais pour l'instant, ça tient bien le coup. Et comme vous le savez, nous avons aussi une partie de la population qui a reçu sa 4e dose, donc qui est aussi protégée. Voilà. Pour l'instant, ça va. Vous portez toujours le masque en Israël? On porte toujours le masque en Israël. On devait l'annuler le 1er avril. C'est pas une blague. Et donc finalement, on a décidé à cause de cette petite remontée de le repousser, du moins de repousser la levée du masque le 1er mai. Maintenant, une fois de plus, il commence à faire chaud en Israël, même très chaud. En plus, moi, j'arrive justement hier soir. J'étais encore à Munich, donc je me suis pris une tempête de neige là-bas. J'étais pour une conférence d'immunologie. Et donc là, je suis arrivé en Israël, je suis passé de moins de 2 degrés à, là maintenant, vous voyez, je suis dehors, il fait 28. Donc ça aussi, ça joue beaucoup en ce qui concerne le port du masque. Je vous avouerai sincèrement, même à l'intérieur, vu qu'on a juste le masque à l'intérieur, hein, à l'extérieur, ça n'a jamais été depuis, ça fait un an et quelques mois qu'on n'a pas de masque à l'extérieur, 1 an à peu près. Je tiens à vous dire que les gens aussi sont assez laxistes à ce niveau-là. Donc le temps n'aide pas, mais bon, on espère que d'ici le mois prochain, s'il n'y a pas de vraie remontée ou de nouveaux variants comme le XE ou je ne sais pas quoi, on enlèvera le masque aussi à l'intérieur. Jean-Pierre, à l'Europe, qu'est-ce qui se passe chez nos voisins? Alors, est-ce que ça redémarre aussi ou Oui, donc je le dirais à plusieurs reprises, c'est assez difficile de faire les comparaisons internationales. On a parlé des cas. Donner un exemple. En fait, en nombre de cas positifs cumulés, il y en a eu plus depuis janvier 2022 que depuis 2 ans avant, en France. Donc, on est passé de 10 millions à plus de 26 millions de cas positifs. Donc, le nombre de tests par personne joue énormément dans l'appréciation qu'on a si on parle du nombre de cas. Donc oui, on est bien face à une vague. Donc, ce qu'on discute ici, c'est la décorrélation entre les tests positifs et son impact sur les Covid, avec l'impact qu'il y aura sur les hospitalisations. Donc oui, on est bien sur une envolée du nombre de cas. Il y a plusieurs pays qui voient un rebond avec le variant BA2 dont on a déjà parlé, qui est le plus contagieux des variants jusqu'à maintenant. Alors, il y a des nouvelles à ce niveau-là. Il y a le XE justement qui est un mélange du BA1 et du BA2 qui est 10% plus contagieux que le plus contagieux et plus virulent aussi? Non, on ne pense pas que plus virulent, du moins les premières données qu'on a, mais il y a juste un petit nombre d'infectés, donc c'est très dur et puis ça prend toujours du temps, les personnes en état grave. Il est identifié dans quel pays? Pour l'instant, il a été. Alors nous, on a identifié il y a à peu près 2 semaines un mélange de BA1 et de BA2, mais vraiment juste 2 cas. Et il a été identifié le 17 janvier déjà. Hein, les premières séquences ont été détectées au Royaume-Uni. Et là, d'après les données que j'ai lues, que j'ai reçues aussi en Thaïlande, donc je pense aussi qu'il est en train de se propager. On va venir un petit peu sur les questions, Frédéric. Docteur Zaghuri qui veut préciser quelque chose. Oui, concernant la Chine, justement, l'intérêt de cette épidémie, c'est pas de compter les C+, les Covid+, etc. C'est plus de voir leur impact sur le système de santé. C'est une pathologie qui attaque avant tout les systèmes de santé. On a vu que celui de Hong Kong a volé aux éclats, avec des pics épidémiques qui étaient 2,5 fois par habitant, dans le nombre de décès, 2,5 fois ce qu'a vécu la France au pic en avril 2020. Donc, or, en Chine actuellement,
On a énormément de cas, puisque tous les habitants de Shanghai sont testés tous les jours, une fois sur deux par PCR, d'accord? Et on dénombre 16 000 nouveaux cas par jour, mais pas de décès. Donc, l'enjeu, c'est toujours à l'impact c'est une maladie dont la vraie lecture est sur l'impact du système de santé. À la limite, que les gens aient une petite grippe, etc., on s'en fout un petit peu. Par contre, qu'ils aillent bloquer les réanimations, etc., c'est ça l'enjeu. Et quand on a vu que Hong Kong, le système de santé de Hong Kong a volé aux éclats face à cette vague Omicron, c'est pour ça que les autorités sont extrêmement nerveuses et que Shanghai est sous tutelle correctement et complètement en lockdown. Guillaume, nous avons bien entendu, vous avez dit, ils se testent tous les 2 jours? Oui, tous les jours. Alors, un test. Tout le monde? Tout le monde, oui. Un test PCR, pratiquement. Hein. Un test PCR, j'ai ma famille qui est là-bas, c'est pratiquement un test PCR tous les 2 jours et un autotest le lendemain. Wow. Bon, les moyens sont faits, c'est une autre dimension. Voilà. Et il y a 20 millions de personnes à Shanghai, à peu près. Frédéric, une question? Oui, on demande comme c'est Alexandra qui pose la question, comment s'explique le fait que les nouveaux variants sont plus contagieux, mais moins virulents? Cyril, peut-être? Oui, évidemment, une des raisons, il y a plusieurs raisons. Hein, c'est toujours dur à ce niveau-là de donner, je dirais, une vue, une perspective globale de ces variants et de dire, par exemple, à partir de maintenant, ça va être moins virulent, mais au niveau plus contagieux, il y a une certaine logique. En fait, chaque variant est en compétition avec les variants précédents, et donc ceux que l'on voit qui remontent la tête, entre guillemets, ou qui arrivent en tête, excusez-moi, c'est une question de sélection, une question d'évolution, c'est souvent ceux qui sont évidemment les plus contagieux. En ce qui concerne la virulence, il y a une base, je dirais, une fois de plus, épidémiologique, et là je suis sûr que Guillaume pourra aussi commenter, c'est-à-dire que lorsqu'on a, le gros problème qu'on a eu avec la Covid-19, c'est sa capacité, ou du moins son incapacité à rendre tout le monde symptomatique. C'est-à-dire qu'on a une large, je sais pas une large, d'accord, on a certaines estimations entre 20, 30, 40% de personnes qui sont asymptomatiques. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que les gens, lorsqu'ils sont asymptomatiques, et même là, surtout avec l'Omicron, ce sont des gens qui vont plus disséminer ce virus. Donc, il y a une certaine corrélation entre le fait que si, je vais prendre ça de l'autre, je vais dire le contraire, en fait, enfin pas le contraire, je vais tourner ça et je vais dire comme ça. Les virus, entre guillemets, qui nous inquiètent le moins sont les virus qui sont super virulents pour tout le monde, qui vous mettent à plat 24 heures et même, je veux dire, parce que vous ne sortez pas, vous ne communiquez pas ce virus, vous êtes tout de suite très malade, et donc ceux-là, ce sont ceux qu'on peut contenir le plus rapidement. Ceux qui sont problématiques, c'est comme la Covid, et une fois de plus avec des variants qui sont surtout asymptomatiques. Ce sont ceux qui, lorsqu'on ne sait pas qu'on est infecté, on se balade asymptomatique et puis on infecte plein de gens. D'accord, on comprend effectivement le lien. Guillaume, quelque chose à rajouter? Pour rebondir sur ce que dit Cyril, à Shanghai, le taux d'asymptomatique est de 85 à 90%. Jean-Pierre? Oui, alors, disons, on est sur les comparaisons internationales, donc il faut savoir qui teste et à quelle échelle. Bon, Israël teste beaucoup. Ce qu'a dit Guillaume sur la Chine, c'est nouveau pour moi parce que la Chine ne permet pas d'enregistrer le nombre de tests faits au niveau du pays dans les comparaisons internationales. En tout cas, c'est pas disponible. Donc peut-être que c'est limité à Shanghai ou à quelques grandes métropoles où le virus circulerait plus. Donc ça rend quand même les comparaisons internationales quelquefois un peu difficiles. On a plein de pays quand même qui, il faut bien voir aussi que les pays testent pas de la même façon et avec la même intensité. Donc on a besoin d'indicateurs plus sûrs, enfin plus éventuellement pour ce que dit Guillaume aussi, c'est pour vérifier en fin de compte l'impact effectivement, c'est-à-dire le nombre d'hospitalisations, le nombre d'admissions en réanimation. On ne l'a pas dans tous les pays. Et évidemment, le nombre de décès par Covid. Et puis, in fine, plutôt à distance, les épidémiologistes s'accordent pour dire quand on aura suffisamment de recul, on essaiera de comprendre la surmortalité sur la période de la pandémie. D'accord. Alors, je vais passer une autre question. Quel est le taux de vaccination en Chine? Alors, et aussi en Israël, on sait qu'il est très élevé, mais en Chine? En Chine, il est très important. Il est l'ordre de plus de 83%. Néanmoins, 83% ont été vaccinés. Avec quel vaccin? C'est ça la question. Oui, on est d'accord. Donc, première chose, 87%, on va dire 85%. Néanmoins, c'est une vaccination inversée. Pourquoi? C'est un pays qui était Covid-free.
Donc la priorité, c'était pas de vacciner les gens âgés, c'était de vacciner les gens qui étaient potentiellement au contact des cas, donc sur les frontières, l'armée, les militaires, la police, etc., les aéroports, les professeurs, etc. Et donc ça n'a pas été la priorité du gouvernement. Et on s'est rendu compte qu'à Hong Kong, ça a été une hécatombe gériatrique. Pourquoi? Parce que les gens âgés n'étaient pas assez vaccinés. Au-delà de 80 ans, c'était 50% qui avaient reçu 2 doses et 20% qui avaient reçu 3 doses. Donc, il y a un problème structurel alors que c'est le premier producteur de vaccins dans le monde. Ils sont sur 1 milliard par mois, je crois, de vaccins. Et ça pose aussi le problème de la qualité de la vaccination. Quelle est la valeur des vaccins Sinopharm, Sinovax? Alors là, c'est un débat qu'on entend très souvent. J'ai 3 remarques. 1, le vaccin a été quand même homologué par l'OMS, donc c'est quand même, il y a quand même quelque chose. 2, il y a une étude récente de l'université de Hong Kong, justement à cause de la vague récente, qui a été faite par avec une personne, un professeur indien de renommée internationale, qui montrait que les 3 doses de vaccin Sinopharm ou Sinovax, à peu près, étaient pour le taux de réanimation. Je ne parle pas pour le taux de... Vous savez que pour un vaccin, il y a plusieurs façons d'évaluer un vaccin. Ils sont 4 paramètres. Mais en tout cas, sur le taux de réanimation, il était aussi bon que le vaccin Pfizer. Et 3e point pour terminer, aux Seychelles, en avril 2021, il y a eu une épidémie, ils étaient tous vaccinés Sinopharm. Et effectivement, la réanimation, il y a eu des décès, mais 90% des cas qui étaient en réanimation n'étaient pas c'était des gens non vaccinés. C'était des gens non vaccinés. Cyril, en Israël, vous êtes à combien maintenant? Non, alors, il y a, bon, ça, il faut expliquer plus ou moins comment ça marche. Je crois que, bon, Israël a vacciné vite et bien. C'est-à-dire que juste pour que vous ayez une idée de ce qui s'est passé, on parle en Israël dès le mois de mars 2021, d'à peu près 50% de la population, c'est-à-dire même les gens qui ne sont pas éligibles, comme par exemple les enfants, étaient comptés là-dedans. Et donc aujourd'hui en Israël, avec une dose, on a à peu près 75%, avec 2 doses, on a à peu près 70%, avec 3 doses, on a à peu près, je dirais, un truc comme 55%, mais c'est lorsque je prends toutes les personnes, lorsque je regarde les personnes éligibles, on a des taux assez forts pour les personnes âgées, les personnes à risque, même avec 3 doses et 4 doses. On parle de 90% pour ces personnes, et pour les plus jeunes, ça va tout simplement en baissant. Ce que l'on a, par exemple, pour la 4e dose, c'est à peu près 58%, 60% des personnes éligibles qui ont reçu la 4e dose. Donc, il y a un fort taux de vaccination, mais ça dépend de la couche de la population, de la tranche de la population que l'on regarde. C'est un peu comme ici. Autre question, Frédéric? Joël parle de 17 variants. Est-ce que vous êtes OK avec ces... A priori, bien plus que ça? Il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Ben, écoutez, rien que lorsque l'on analyse un peu, je veux dire, les données génomiques, de toute façon, ça va aller en se compliquant. Voilà, parce que là, il y a 2 stades. Il y a le stade des variants, avec ce qu'on appelle des mutations assez isolées, ce qu'on connaissait avec l'alpha, le bêta, le gamma, le delta, une dizaine de mutations, et sont apparus maintenant ces variants qui, pour nous, sont assez impressionnants au niveau génétique. On parle, par exemple, avec le BA1 et le BA2 d'une 60aine de mutations comparées à la souche ancestrale de Wuhan. Donc là aussi se pose la question comment cette évolution rapide s'est produite. Nous avons évidemment quelques pistes. Ça peut être développement chez les immunodéprimés, ça peut être développement chez l'animal, ça aussi, les zoonoses, etc. Parce que maintenant on voit un ping-pong, une excellente étude, par exemple, de Hong Kong, qui a tracé ça chez des hamsters. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le Lancet, il y a moins d'un mois, justement, où on voit que le virus peut sauter de l'homme chez le hamster, le hamster syrien et du hamster chez l'homme. Donc, il y a ça qui nous interpelle. Mais ce que l'on voit, c'est aussi maintenant les recombinants. Donc, je parlais justement du BA1, BA2, qui a reçu le nom de XE, ou XE, excusez-moi. On voit le deltacron. On voit plusieurs formes de deltacron, justement, qui ont été identifiées, le delta et l'omicron. Donc, on est maintenant dans une autre phase de l'évolution du virus. Et rien que pour le BA1, on a déjà à peu près 15 linéages, je sais pas comment vous dire, 15 lignées déjà.
Bien. Il y a quelqu'un parmi vous qui a des notifications. Si vous avez la gentillesse de couper les notifications, parce que ça fait couper le son de l'intervenant. Pardonnez-moi. Merci. Est-ce que l'on sait aujourd'hui de l'immunité positive, de l'immunité par la vaccination, combien de temps elle dure? Est-ce que à partir des données de la Chine et d'Israël qui a vraiment vacciné beaucoup plus vite que nous même, est-ce que ça nous a appris des choses? Comme vous voulez, qui veut répondre? Allez-y, Cyril. Oui, écoutez, ça c'est évident qu'on a appris énormément à plusieurs niveaux. Alors, je crois que aujourd'hui, on arrive à certaines conclusions. Voilà. La première conclusion, c'est que les vaccins que l'on a aujourd'hui ne sont pas des vaccins qui sont efficaces à empêcher totalement la transmission. Ils peuvent peut-être la limiter, mais ça dépend aussi du variant, parce que ces variants aussi sont en train d'échapper au contrôle des vaccins. Par exemple, je vous donne le cas d'Israël. Nous étions tous, mais vraiment tous, enthousiastes il y a exactement 1 an, lorsque l'on ouvrait, et la courbe continuait de baisser. On était aux prises à l'époque avec le variant alpha, et donc les vaccins donnaient une excellente immunité. La majorité des gens étaient vaccinés 2, 3 mois, etc. Ça marchait super bien. Il y avait un véritable effet au niveau de la transmission. On pense aussi avec le taux d'anticorps, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et je me souviens, c'est une anecdote, je me souviens de cette réunion avec le Premier ministre en petit comité restreint de quelques experts. On est là et on nous montre sur l'écran les données qui montrent une baisse de l'immunité. Une fois de plus, il faut, comme Guillaume l'a dit, il faut faire la division entre, par exemple, l'immunité ou du moins la protection contre la contamination, la protection des formes graves, la protection des décès, contre les décès grâce au vaccin. Et donc, on s'est rendu compte au mois de juillet qu'il y avait une baisse, une nette baisse qui était corrélée avec le temps. C'est-à-dire que plus vous étiez vacciné tôt, c'est-à-dire au mois de janvier, plus il y avait de cas de contamination dans cette population vaccinée. On s'est rendu compte que les vaccins ne protégeaient pas suffisamment de la contamination. Et c'est là, à ce moment-là, dans cette décision, je vous dis sincèrement, ma main a tremblé lorsqu'on s'est dit on va faire cette 3e dose. On n'avait pas beaucoup de données. On a fait un pari. Et donc, on s'est rendu compte que cette immunité qui passe par les anticorps en ce qui concerne la transmission, elle n'est pas suffisamment durable. Elle est de quelques mois, de 6 mois. Mais d'un autre côté, on voit jusqu'à présent, que ce soit chez les 2 doses ou chez les personnes qui ont reçu 3 doses, une excellente protection, surtout ceux qui ont reçu 3 doses, une excellente protection en ce qui concerne les formes graves. En parallèle, évidemment, les virus, les variants ont changé. Ça aussi, ils sont plus virulents. Donc, même si vous avez une immunité de base qui est excellente contre l'alpha, lorsque vous êtes face à l'Omicron qui a une capacité ou un R0 qui nous rappelle celui de la rougeole, il est évident que ça va être beaucoup plus dur à notre système immunitaire, même chez les vaccinés, de contrer cette infection. Guillaume, en Chine, en Chine, le vaccin. L'immunité. Ce qu'on sait, c'est que le vaccin chinois est un vaccin classique, donc il est plutôt dans les 2 types de vaccins, l'un plutôt versant humoral comme le Pfizer, les ARN, et l'autre sur le versant cellulaire simulant les lymphocytes T, quoi. Le vaccin chinois est plutôt, vise cette part-là, plus que l'antibodies. Donc, ce qu'on sait, c'est que actuellement les Chinois sont en train de développer un vaccin ARN messager qui devrait arriver très très vite. Et ils travaillent aussi sur les vaccins locaux, justement prêts et qui sont en phase 2. Mais pour le vaccin ARN, deux informations intéressantes. Le vaccin ARN chinois, le vaccin Pfizer existe en Chine depuis août. Il est prêt à être diffusé, mais il est encore bloqué pour de la régulation. Mais voilà, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, un vaccin ARN chinois qui devra arriver rapidement. Il est en phase 3. Voilà. Jean-Pierre, quelque chose à rajouter sur l'immunité? Non, alors, sur son approche de l'immunité collective. Ce qui a été dit, c'est alors encore une fois, je pense que comme l'a dit le professeur Cohen, on a beaucoup de recul, mais d'un point de vue de santé publique, on n'en a pas encore assez en fait.
Je m'explique. Il y a des variants, donc on repère aujourd'hui les variants d'intérêt. Dans une population largement vaccinée, surtout vaccinée maintenant, nous on parle de vaccination complète quand on a 3 doses en fait. Donc on discute de l'opportunité du 4e dose. Donc ça c'est un débat qui va être lancé, qui n'est pas encore tranché en France parce que l'intérêt de la 4e dose n'est pas encore passé par les comités d'évaluation. Donc c'est quelle est la virulence potentielle qui reste du circulation d'un variant qui serait dominant? Aujourd'hui, c'est Omicron BA2. À la fois, quand on considère le moment où on devrait refaire une 4e dose ou adapter un nouveau vaccin, et par ailleurs, où une partie de la population a une immunité naturelle parce que, comme ça a été dit, elle a fait un Covid et elle n'en a pas trop souffert, soit parce que c'était asymptomatique, soit évidemment parce que c'est des jeunes où ils n'ont pas de facteur de risque et ils s'en sont sortis assez bien. Donc, c'est assez compliqué pour moi de répondre à cette question en l'absence d'un recul suffisant. Je voudrais faire une remarque aussi dans les comparaisons internationales. Il faut faire attention de choisir les bons indicateurs. Par exemple, en Chine, la population de plus de 75 ans, c'est moins de la moitié de la population française en pourcentage. Absolument. En fin de compte, on peut imaginer aussi que, en dehors des grandes métropoles, il y ait moins de gens immunodéprimés qu'en France. J'en sais rien. De ce côté-là, Israël est beaucoup plus proche que nous, même si c'est une société plus jeune que la France, en âge moyen. Donc, il faut faire très attention. Et puis après, il y a tous les facteurs intrinsèques qui interviennent. Par exemple, la susceptibilité cardiovasculaire. On n'en parle pas assez. Moi, je vois aux États-Unis, avec le risque cardiovasculaire qui est beaucoup plus important que dans un pays comme la France, dans un pays comme Israël et très certainement en Chine, avec très peu de gens qui ont reçu une 3e dose, l'impact même d'Omicron BA2 peut être extrêmement important en termes de mortalité et de morbidité. Donc, tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte pour savoir ce qu'on va faire. Alors, parce qu'il y a la vaccination, et puis il y a l'autre volet dont on n'a pas trop parlé encore, c'est les mesures de freinage. Enfin, si, on en a parlé, c'est-à-dire le confinement, est-ce qu'on garde le masque, etc. Donc, tout ça, mais en même temps, une fois que j'ai dit tout ça, il faut, comme on le voit, il faut être réactif. Il faut être réactif, c'est-à-dire l'intérêt aussi de l'exemple israélien qui est représenté ici, enfin les deux d'ailleurs. La Chine a été extrêmement réactive pour faire un confinement très dur dans certains foyers. Après, les Italiens ont un peu hésité et puis ils nous ont démontré que le confinement était efficace entre la région de Milan et puis surtout de Bergame, où ils ont confiné 15 jours plus tard, ils ont eu le double de mortalité. Vous voyez ? Donc, il faut réagir à la fois sur les mesures barrières et réagir sur l'adaptation de la stratégie vaccinale. Et là, entre la Chine et Israël, on a 2 pays qui ont été très, très réactifs. Je devrais aussi citer en Israël, le premier pays à avoir installé, à ma connaissance, un pass sanitaire. Le pass sanitaire, bien sûr. Là, si je peux me permettre 2 choses pour le pass sanitaire. La Chine l'a mis en place dès avril 2020, donc bien avant tout le monde. Parce que pour comprendre la vraie lecture de cette épidémie, elle est technologique et scientifique. C'est la science qui a réglé le problème. Elle a réglé à 2 niveaux. Tout ce qui est digital et qui a fait sur ses preuves, le QR code, etc. Et tout ça a été inauguré en Chine. Et c'est pour ça que la Chine a été Covid-free pendant plus de 2 ans. Et deuxième chose, le deuxième step, c'est le vaccin. Maintenant, pour revenir à l'immunité collective, et vous allez comprendre les enjeux qui se posent en Chine si vous étiez à la place de Xi Jinping, la Chine, il faut 2-3 chiffres. 300 millions de seniors, de 65 ans, 300 millions. Sur une population, l'exemple qu'on a vu à Hong Kong, le cas Hong Kong de mois dernier, ça a été une hécatombe. Les services, alors que c'est de l'Omicron. L'Omicron, ça n'a pas rempli les réanimations. Sur une population qui avait une immunité collective, ça n'avait pas rempli les réanimations comme la première phase. Ça a été une hécatombe gériatrique. Et la peur du gouvernement, c'est qu'on ait la même expérience qu'à Hong Kong. D'où des mesures extrêmement fortes, parce qu'à Shanghai, actuellement, la vie est un petit peu épouvantable. Tout le monde est testé, tout le monde est confiné. Et donc, pour localiser, comme on l'a fait dans le Roubaix à la phase initiale, l'infection à Shanghai. Parce que vous imaginez, si ça diffuse sur toute la Chine, 300 millions de gens de 65 ans plus, en sachant que l'âge physiologique des Chinois est bien supérieur, et un Chinois de 65 ans, c'est un occidental de 75 ans, parce qu'il a vécu sous Mao, parce qu'il a la révolution culturelle, parce qu'il fume, etc., etc. Beaucoup de facteurs de risque. Donc, l'enjeu, il est stratégique pour le gouvernement. D'un côté, il faut tout faire pour que ça passe pas, mais on sait la contagiosité d'Omicron, Cyril en a parlé. Et de l'autre côté, si ça passe,
comme ça a été un pays Covid-free, et c'est là encore, c'est une réalité, ça peut faire potentiellement. Covid-free, il faut que tu traduises, Guillaume. Tout le monde. Zéro Covid. Zéro Covid. Voilà, zéro Covid. D'accord. Donc, ils ont le défaut de la qualité, d'avoir été complètement épargnés par le Covid pendant 2 ans. Et maintenant, le Covid arrive, et on a vu ce que ça a donné à Hong Kong, et c'est la peur du gouvernement, parce que ça peut aller au-delà de ça. Imaginez que ça diffuse dans toute la Chine, et comme ça a l'air d'être le cas, ça a l'air qu'on essaie de le contenir, ça veut dire qu'il y a 300 millions de personnes qui sont exposées, dont l'âge physiologique est plus haut, et qui sont mal vaccinées, puisqu'on sait à peu près qu'il y a 50 à 60% des gens âgés de plus de 80 ans qui sont très mal vaccinés. Pourquoi? Parce que là encore, c'est dû au système, le système qui fait que il n'y a pas de pharmacien en bas de chez vous qui va vous vacciner, ou il n'y a pas de médecine libérale. Tout est centralisé. Donc, le gouvernement est extrêmement nerveux. D'un côté, il veut fermer Shanghai, mais les jeunes commencent à en avoir marre. L'économie est très dépendante de ce qui se passe à Shanghai. Et de l'autre, pour garder cette image de technologie, la Chine et sa technologie, et effectivement, elle a été remarquable, a vaincu le Covid, alors que les Occidentaux ont eu des milliers et des milliers de morts. C'est ça l'enjeu. Et l'enjeu, c'est pas seulement aux pays occidentaux, c'est aux 150 pays africains, américains, Amérique du Sud, etc. Regardez comment notre technologie est capable de faire. Donc, on vit des moments un petit peu historiques, à mon sens, parce que si la vague Omicron déferle comme elle l'a déferlé à Hong Kong, le maintien du régime, tout peut s'envisager. Voilà. Mais Guillaume, Shanghai est confiné, hein, on a entendu ça depuis quelques jours. Ouais. Comment on fait pour maintenir un confinement efficace, effectif, avec 25 millions de personnes? Parce que c'est 25 millions de personnes, Shanghai. Comment on fait? Bienvenue en Chine. Bienvenue en Chine, c'est-à-dire que c'est une dictature, entre guillemets, quoi. C'est un régime unique. Et les gens adhèrent en plus. Je pense que les Chinois adhèrent parce qu'ils font confiance. Depuis 20 ans, depuis 40 ans, le gouvernement leur a toujours donné du positif. Et c'est effectivement, au niveau économique, à tous les niveaux, la Chine qui était misérable dans les années 95, et j'y étais, donc j'ai vécu, est devenue, c'est bien plus moderne que la France, hein, dans multes domaines, et en particulier dans le digital. Donc, ils font, c'est que ils écoutent, ils obéissent. Voilà, ils obéissent parce que ils n'ont pas tellement le choix non plus. Bien sûr, ils n'ont pas le choix. En France, c'est un jeu à 3, un jeu entre l'économique, le sanitaire et les droits de l'homme. En Chine, c'est juste le sanitaire et l'économie. Autre question, Frédéric? Oui, c'est sur le développement des médicaments. On parle des médicaments développés, des recherches de médicaments en Israël. Est-ce qu'il y a des médicaments qui vont prendre le relais éventuel des vaccins? Alors, bonne question. Alors, il y a une chose qui est aussi très très importante. Il s'est créé surtout dans une fausse impression, entre guillemets, que s'il y avait les vaccins, on n'aurait pas besoin de traitement. D'accord? Les vaccins sauvent une partie énorme de la population. Ça, on le voit, on peut même donner des estimations, même en Israël. Mais malheureusement, nous sommes aussi conscients que l'immunité, elle n'est pas totale. Donc, ça veut dire qu'il y aura même des gens vaccinés. Je ne parle pas encore des gens qui ne sont pas vaccinés, même des gens vaccinés qui pourront développer des cas graves. On le voit, même avec un variant qui est le BA1 ou le BA2, qui sont considérés comme des variants qui sont moins virulents. Donc, la question du traitement, elle complémente pour nous le vaccin. C'est sûr qu'il mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est évident. Ça, on le sait parce que on ne veut pas arriver dans un état où même les réanimations sont, entre guillemets, aussi des traitements, sont terribles pour certains patients. Bon, on a appris à mieux réanimer, etc. Mais aujourd'hui, quand même, on veut prévenir. Maintenant, dans l'éventualité que quelqu'un développe justement une maladie, il nous faut des traitements. Donc, les traitements qui ont été repositionnés jusqu'à présent, mis à part le gros succès, entre guillemets, des stéroïdes, de la dexaméthasone, on n'a pas vu vraiment, bon, il y a eu un peu le tocilizumab, un anticorps anti-inflammatoire, parce qu'en fait, le gros problème de la Covid, dans une majorité des patients qui sont en état grave, c'est le déferlement incontrôlé de la réaction immunitaire. Et donc, pour ça, on essaye de la calmer grâce à des stéroïdes, même si c'est paradoxal, parce qu'en fait, on calme la réponse immunitaire pour l'empêcher de tuer le patient. Théoriquement, oui, des stéroïdes, il faut expliquer tous les mots. Hein. Bien sûr, des stéroïdes, Cyril, c'est…
Oui, donc c'est ça. Les stéroïdes sont des médicaments. La dexaméthasone, les stéroïdes sont des médicaments qui calment justement le système immunitaire et qui empêchent le débordement justement de cette réaction. Maintenant, alors, les traitements qui ont été repositionnés, on a essayé, ça a un effet limité. Il faut des traitements qui sont plus spécifiques. Ce que on a une bonne expérience aujourd'hui en Israël avec le Paxlovid et avec le Molnupiravir, deux médicaments qui sont un peu plus, je dirais, ou même beaucoup plus spécifiques à la Covid. Maintenant, le problème, par exemple, du Paxlovid, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions avec d'autres médicaments, mais d'un autre côté, il faut le prendre à temps, évidemment. Et de l'autre côté, le Molnupiravir n'a pas, je dirais, d'efficacité qui est, je dirais, c'est aux alentours de 30-40%. Mais ça sauve des vies. La dernière chose dont je veux parler, c'est ce que l'on met aussi en place en Israël, je pense aussi en France, c'est ce qu'on appelle le Evusheld. C'est en fait un transfert d'anticorps, un peu, je veux dire, on injecte des anticorps qui sont adaptés à la Covid pour protéger les patients pendant une période de quelques mois, 6 mois. On fait ça surtout, par exemple, pour les immunodéprimés. Et ça aussi, ça donne un taux de protection qui avoisine les 70% à peu près, 80%. Mais c'est sûr qu'on va avoir besoin de plus de traitements, surtout qu'une fois de plus, ce sont des anticorps. Donc, tout médicament et même tout vaccin, dès qu'il y aura un variant qui arrive à échapper, ils seront beaucoup moins efficaces. Donc, la course au traitement continue. Guillaume, sur les traitements ou le vaccin, est-ce qu'il y a des traitements qui pourraient remplacer le vaccin? On a perdu la connexion avec Guillaume. On a perdu la connexion, on ne l'entend pas. Guillaume, il faut relancer votre connexion. Ah, Cyril aussi. Non, moi je suis là, vous m'entendez? Ah, parce qu'on ne vous voit plus, Cyril. Ben oui, on voit plus personne. Si. Ah, moi je vois plus personne, c'est intéressant, mais ma connexion est un bon débit. Okay. Guillaume, vous êtes branché là? Non, il est débranché. Jean-Pierre, toi, tu es resté branché. On a deux traitements disponibles en France aujourd'hui. L'Evusheld, dont parlait le professeur Cohen, qui est une combinaison d'anticorps. Comme on l'a dit, c'est tous les 6 mois. Et puis le Paxlovid. Donc aujourd'hui, dans la phase où on est, si on a une grande partie de la population qui est vaccinée ou qui a une protection immunitaire, et si demain on arrive à la conserver, soit parce qu'on aura considéré qu'il reste une sorte de protection, soit parce qu'on fera une 4e dose, je parle en population générale. Les enjeux, ça sera de protéger ceux chez qui le vaccin ne fonctionne pas, en fait, ou qui restent très susceptibles de faire des formes très graves ou graves s'ils rencontrent même le BA2 aujourd'hui, le variant d'Omicron. Et donc, il faut très certainement, dans la période qui vient, organiser l'accès à ces thérapeutiques. Il y en a une qui est un peu compliquée à mettre en œuvre, qui est l'Evusheld, parce que c'est des intramusculaires, etc. Et une autre qui est plus facile, qui se transforme de comprimés. C'est 2 comprimés par jour pendant 6 jours, mais ça a été dit, un de ces comprimés, il peut avoir des interactions très graves avec pas mal de médicaments en fin de compte. Donc voilà où on en est. Demain, il peut y en avoir d'autres. Donc, à mon avis, surtout les antiviraux, parce qu'on ne sera pas obligé de les excessives, ça viendra compléter la poursuite, très certainement, si c'est nécessaire, des politiques de vaccination qui peuvent s'adapter. Ça peut ressembler un peu à la vaccination contre la grippe qu'on a tous les ans pour des populations fragiles, plus ou moins larges. C'est à discuter en fonction des variants. Parce que, comme l'a dit Cyril, le problème, c'est cette pandémie, on ne doit pas considérer qu'elle est totalement finie. C'est un peu compliqué à entendre, mais des variants peuvent apparaître avec des échappements immunitaires très forts. Donc, il faut continuer à faire attention et on aura très certainement cette combinaison de politique vaccinale et pour les gens chez qui le vaccin ne marche pas ou ne marche pas assez, des thérapies qui devront être préventives plutôt que curatives. Et puis après, il y a l'amélioration des prises en charge des formes graves dont on a parlé. Il y a la dexaméthasone aujourd'hui, le tocilizumab, il peut y avoir d'autres choses. Mais il doit être en préventif. Il y a justement une question sur le problème des personnes immunodéprimées et vaccinées qui restent quand même à risque et qui ont besoin d'une protection
complété par les gestes barrières et tout ce qui est possible. Si je peux me permettre, vous m'entendez? Oui. Par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport au traitement, etc., et pour revenir à la Chine, parce que je connais un petit peu, l'enjeu est considérable. On a vu par la masse des populations de 300 millions de 65 ans et plus, par un fait capital, c'est qu'en Chine, il y a un tiers de moins de lits de réanimation pour 1000 personnes qu'en France. Donc, vous imaginez, si effectivement il y a une petite virulence, qu'ils n'auront pas les capacités pour faire face à ça. Face à cette menace, il y a 3 éléments sur lesquels joue le gouvernement. Un, la température, puisqu'on va entrer en espérant qu'il y aura un petit effet température, en sachant qu'elle est aléatoire, c'est aléatoire, mais il y a un petit effet température. 2, une vaccination de masse, comme les Chinois savent le faire, tout ce qui est de masse technologie avec une population qui adhère, c'est assez facile, mais ça demande de gros moyens logistiques. Et surtout, le Paxlovid. Et je sais qu'ils sont en train de passer des énormes commandes de Paxlovid pour éviter justement ce transfert en réanimation, etc. D'où, et c'est là où ça devient un enjeu politique et géopolitique encore, et c'est ce qui fait le piment de cette épidémie, c'est Paxlovid dit Pfizer, etc., Amérique. Donc ça peut être la carte maîtresse pour la Chine s'ils n'arrivent pas à vacciner tous ces seniors, ces 300 millions de seniors. On va peut-être changer un petit peu, parce que je vois que l'heure tourne vite. Il y a la question des masques qui se pose. Il y a une polémique qui est partie des États-Unis, qui a gagné aussi l'OMS, qui dit FFP2 ou masque chirurgical, parce que on ne sait pas si c'est de l'aérosol, auquel cas il faudrait mettre un FFP2, si nous avons bien compris. Et en revanche, si ce sont les gouttelettes, un masque chirurgical fait barrage en ce qui concerne des plus grosses particules. Donc c'est quoi la politique en Chine, en Israël, par rapport aux masques, ou en Europe, Jean-Pierre, Cyril, les masques en Israël, on considère les masques FFP2 ou du masque chirurgical? Non. Alors, ça a été la surprise pour moi. J'étais en Allemagne, justement, où là-bas, tout était FFP2, du moins en Bavière. Non, en Israël, ce sont les masques chirurgicaux qui sont prédominants. Ils donnent une bonne protection, mais il y a un autre effet dont il faut parler souvent, ce qu'on s'est rendu compte, par exemple, vous m'entendez, n'est-ce pas? Vous me voyez? Oui, vous m'entendez? C'est bon. Oui. Donc, une autre chose qu'il y a à prendre en compte, une fois de plus, ça dépend de la population. C'est vrai que la population en Israël est une population qui sait en temps de crise agir, mais c'est aussi rapidement, vous l'avez vu avec la vaccination, avec 400 centres de vaccination établis, avec une motivation, etc. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'aspect, je crois que c'est un peu comme tout le monde, du laxisme et qu'on en a marre, etc. Donc, et aussi avec les températures, entre guillemets, un masque FFP2 en Israël, c'est pas facile à porter. Et donc, une des choses qui nous a inquiétés, entre guillemets, c'est si on décrète un masque FFP2 qui évidemment protège mieux, on va peut-être se retrouver dans une situation où ça sera soit avec masque, soit sans masque, et beaucoup de personnes vont décider de ne pas mettre ce masque à cause de, je dirais, parce il n'est pas confortable. Alors que bon, un masque chirurgical, une fois de plus, c'est une chose qu'on peut plus tolérer. Mais là aussi, je dois dire qu'il y a beaucoup de relâchement, surtout cette dernière semaine, je vois en Israël, une fois de plus avec les températures qui sont montées, je vois dans les lieux clos, etc. Donc c'est maintenu pour l'instant. C'est une chose qui, je pense, va changer. Avec évidemment le fait qu'il y a eu beaucoup de contamination. Je crois qu'il faut aussi être très flexible, et c'est ce qui se passe maintenant en Israël, et on le voit aussi avec les vaccinations, et aussi bien avec le masque, qui est la seule mesure que l'on a. Il faut s'adapter. Par exemple, quand on voit un variant comme Omicron ou BA2 qui est très contagieux, et j'ai été un des premiers à le dire, le pass sanitaire n'a plus aucun sens. C'est pour ça, quand j'ai vu que en France, ils ont adapté un pass vaccinal, on n'a pas très bien compris, parce qu'on ne peut pas contenir ça. Même les gens non vaccinés sont capables de contaminer, peut-être pas à la même, je dirais au même taux, mais peuvent contaminer, donc le pass sanitaire n'avait pas de sens. Je crois qu'on s'oriente plus vers une situation où les mesures doivent être vraiment au niveau temporel, très rapide. Si on a besoin, on le fait. Si on n'a pas besoin, on ne le fait pas. Et au niveau personnel, il y a des gens qui sont plus à risque que d'autres. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, même en Israël, une campagne généralisée de la 4e dose n'est pas d'actualité, parce que on ne pense pas que ça aidera, comparé à une 3e dose, chez les gens, par exemple, chez les jeunes, etc.
Et est-ce que le masque est obligatoire en milieu scolaire? Je parle des écoles primaires. Et déjà... Le masque est toujours obligatoire à l'intérieur, quel que soit l'âge. Enfin, à partir de l'âge de, je me souviens plus, je crois que c'est 6 ans. 6 ans, d'accord. Donc il est maintenu en Israël. 3 ans ou 6 ans, voilà. Oui, il est maintenu, mais une fois de plus, je ne sais pas comment c'est en France, mais les gens sont assez, ici, une fois de plus, laxistes. Et je le comprends, je vous dis, je rentre dans un amphi pour enseigner. La première chose que je dis, veuillez mettre vos masques. Et je sais très bien qu'après 5 minutes, un tiers de la classe l'a déjà sous le nez, et après 10 minutes, c'est sur le menton, et puis au bout du cours, eh ben, ils sont déjà sans masque. Ça, je le vois, hein, et c'est très dur de... Bon, voilà, c'est aussi l'impression que les gens ont reçue, parce que lorsqu'on leur dit que l'Omicron est moins dangereux, ben, évidemment, ils se comportent en tant que tel. Guillaume, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on pourra vivre sans, on pourra vivre avec le virus, et avec le temps, notre immunité s'adaptera. C'est ce qui va s'arriver, c'est ce qui va arriver. Ça nous fait, ça, on n'a aucun doute. Je veux dire, si le 1er mai Israël décrète qu'il n'y a plus de masques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de Covid. Bien sûr. Ça veut dire que, voilà, c'est tout. Guillaume, c'est quoi la politique en Chine? C'est FFP2 ou masque chirurgical ou encore une autre sorte de masque, peut-être? Guillaume, il est absent. Il y a une interruption. Il est zappé, Guillaume. Bon. Juste une question sur les effets secondaires répertoriés des vaccins, avec le nombre de vaccinés. Est-ce qu'il y a une veille qui a donné des éléments de recherche, de pistes sur les effets secondaires des vaccins? Ok, qui veut répondre? Oui, alors. Disons que la 3e dose... Est-ce qu'on a des nouvelles choses après la multiplication des doses? Je dirais, puisque je suis membre de la commission de la transparence, je peux dire, on aimerait avoir, en France, on aimerait avoir autant de recul sur la pharmacovigilance sur beaucoup d'autres médicaments, en gros. C'est-à-dire que quand les organismes de régulation disent la balance bénéfice-risque reste favorable, d'abord, ça peut être lié aussi à la probabilité de faire une forme grave. Donc, il y a une discussion évidemment sur les enfants qui peut continuer, où on ne va pas rendre ça obligatoire. Mais globalement, la balance bénéfice-risque, en tout cas pour une large partie de la population, est bénéfique. D'accord ? Donc, ça veut dire que les quelques événements rares, graves des vaccins sont beaucoup moins fréquents que ce à quoi on s'exposerait si on attrapait le virus. Oui, d'ailleurs, par rapport au risque que l'on prend non vacciné, on sait qu'on peut quand même faire un Covid moins grave, mais est-ce qu'il y a des Covid longs dans les pays, en Israël Est-ce qu'on en parle? Parce qu'en France, c'est un véritable sujet. Est-ce qu'il y a des Covid longs en Israël? Est-ce que c'est aussi on a la même physiologie, hein. Oui, mais apparemment, Guillaume m'a dit, on a discuté avant, qu'il n'y a pas de Covid long en Chine parce qu'il n'y a pas de Covid, quoi. Bon, oui, c'est ça. Non, alors en Israël, évidemment, on a eu un fort taux de contamination, une fois de plus, et je rappelle ce que Jean-Pierre a dit, je suis entièrement d'accord, on a eu plus d'infections au mois de janvier, depuis le mois de janvier que depuis le début de la Covid. Donc, de cette manière, oui, nous avons des Covid longs, on les a détectés assez tôt, je dois dire, dans le système de santé israélien, et en parallèle, et je vous le dis, déjà depuis... Je pense que c'était, j'essaie de me souvenir de la date, mais c'était sûrement fin 2020, même un peu avant, il me semble, on avait déjà établi des centres, entre guillemets, de traitement de Covid long, quoi. C'est une chose qu'on n'a pas pris à la légère, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de plaintes au niveau du système de santé. Bon, il y avait des choses qu'on connaissait, des réactions immunitaires, les PIMS, après la Covid, je parle, et aussi certains problèmes, des troubles neurologiques, et on les a jamais pris à la légère. Et c'est pour ça qu'en Israël, on a établi assez rapidement dans chaque hôpital un peu un centre patient Covid long. Le problème, c'est de diagnostiquer. Et là, quelquefois, je parle avec mes collègues, on a des patients qui se plaignent de toutes sortes de phénomènes. Et c'est pas toujours diagnosticable. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a un problème
neurologique, il peut faire 3 MRI, IRM, excusez-moi, et on verra rien là-bas. Alors que bon, aujourd'hui, on commence à avoir des données comme quoi le virus est capable de détruire certains vaisseaux sanguins, enfin la vascularisation au niveau du cerveau. Le virus peut rester dans les intestins pendant 6 mois. Le virus peut augmenter les AVC, si je me souviens bien, d'un facteur de 2 chez la population qui est assez jeune, de 18 à 50 ans. Donc ça, ce sont des choses qu'on apprend avec le temps. Et on prend ces Covid longs, on ne les prend pas du tout à la légère. Je ne parle pas des problèmes cognitifs que l'on voit même chez les jeunes ou chez les étudiants. Maintenant, la question, c'est de savoir combien, quel est le pourcentage. Et là, il y a une grosse polémique. Est-ce que c'est 5-10%? Est-ce que c'est 3%? Est-ce que c'est 15%? Combien de temps? C'est pourquoi un Covid long? C'est après 2 mois, après 3 mois, après 6 mois? Bon, nous, on regarde 3 mois. Il y a un consensus sur la définition du Covid long? Un consensus international sur le fait que c'est 3 mois, 6 mois, qu'est-ce qui est donné? La majorité des pays que moi je connais, regarde à peu près 3 mois. Justement, j'avais un entretien, pas un entretien, je suis passé en Australie à la télé, quoi. Ça m'arrive aussi de passer de temps en temps à la télé, en France. Oui. Donc, on le voit de temps en temps, c'est vrai. Oui, non, je rigole. Et donc, non, il y avait avec moi justement un spécialiste australien qui disait que eux, ils regardent à partir de 3 mois, chose aussi jusqu'à 3 mois, on a vu à peu près 90% des choses qui se résorbent. C'est pour ça qu'on n'estime pas que c'est un Covid long, même si c'est une pathologie qui est liée à la Covid. Après les 3 mois, justement, pour nous, et je crois que beaucoup de pays considèrent ça comme un Covid long. Guillaume, est-ce qu'il y a du Covid long en Chine? En fait, il n'y a pas de Covid long parce qu'il n'y a pas eu de Covid, ou quasiment pas. Mais c'est une réalité, vous avez du mal à comprendre, mais justement, si je peux me permettre la remarque, on a fait un congrès qui s'appelait Pandemia, et j'étais le responsable. Qui s'appelait Pandemia, où il y avait tous les grands experts français, Arnaud Fontanet, etc. Et on me demandait le point de vue une intervention sur la Chine. Et le sujet qui était proposé initialement, on était donc en avril 2021, donc plus d'1 an et demi, presque 1 an et demi après la pandémie, après le début de la pandémie, et on propose comme sujet, que s'est-il vraiment passé à Wuhan? Donc ça veut dire que la vision française, c'était, effectivement, il y a eu des bugs à Wuhan, on est tous d'accord là-dessus, mais pendant 1 an, au lieu de voir le côté négatif, ce qui est une réalité, hein, on ne va pas le nier, ils n'ont pas vu que pendant 1 an, il n'y a pas eu de Covid, voire 2 ans, il n'y a pas eu de Covid, ou sinon 200 cas par jour, mais pas de mort. J'étais à Shanghai, on n'avait plus de masque ou que dans le métro. Ça a été 2 ans, effectivement, où on voyait l'Europe lutter, etc., l'Occident, l'Amérique et tout ça. Et d'où l'impact sur les mentalités chinoises. Ça y est, on est passé devant eux, le Covid le montre. Et quand on me demande s'il y avait du Covid long, j'ai pas vu, à l'époque, trouver quelqu'un qui avait un Covid, c'était exceptionnel. Vous avez plus de chances de gagner au loto que de voir un patient Covid. Vous voyez? Donc, ils n'en sont pas du tout à ce stade de réflexion. Et d'où l'intérêt de cette nouvelle attaque Omicron, cette nouvelle vague Omicron en Chine, sur une population non immunisée, ou que par les vaccins. Voilà, donc on a dit qu'on ferait 1 heure précise parce que avec en particulier Cyril qui est en Israël et qui travaille là-bas. Déjà, est-ce qu'il y a un message que chacun d'entre vous a envie de passer à notre public et sur une question qui n'aurait pas été abordée? Un message optimiste, on va sortir d'Égypte dans pas longtemps. C'est exactement ce que je voulais dire. Non, mais c'est exactement ça, c'est ce que je voulais dire. D'abord, il faut être optimiste, il faut rester optimiste. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, hein. Vous savez, les optimistes et les pessimistes, ils meurent au bout du compte. Tous les deux, hein. Il y a pas de différence. La question, c'est comment vous voulez passer le reste de votre vie. Donc, à ce niveau-là, non, je crois qu'il faut être optimiste. Je crois, d'abord, la chose importante qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a une pandémie, il y a un virus, c'est peut-être un exercice de préparation pour ce qui pourrait arriver, mais en moins d'1 an, on a eu des vaccins qui marchent. Alors, on peut avoir une grosse discussion, que ce soit, et ça déborderait, hein, que ce soit avec plusieurs spécialistes qui diraient que le vaccin ne marche pas, entre guillemets, même des gens de ma ville natale, Marseille. Donc ça, je dis aucun problème, mais le vaccin marche. Le vaccin sauve des vies, c'est ça. Maintenant, il n'empêche pas suffisamment la transmission. Ça, c'est vrai. Mais en moins d'1 an, c'est une prouesse. On a réussi à avoir un vaccin. Maintenant, ça ne veut pas dire que la Covid est finie. Mais je crois que grâce
d'un côté à la protection vaccinale, surtout des formes graves, grâce aux traitements qui sont développés, qui seront développés. Et surtout, je dirais, lorsqu'on regarde cela avec l'immunité qui est acquise, parce qu'on sait que cette immunité acquise, c'est pas, comment dire ça, c'est pas une mauvaise chose de dire l'immunité acquise, du moins pour l'instant, grâce au virus, elle protège mieux au niveau, par exemple, de la contamination que les vaccins. Maintenant, évidemment, se pose la question, est-ce que vous voulez vous infecter pour vous empêcher d'être infecté? Ça, c'est une autre chose. Ça n'a aucun sens. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où moi, je suis assez positif. Je regarde l'avenir de manière, évidemment, d'un côté optimiste, mais aussi sceptique au niveau scientifique, mais je crois qu'on a fait beaucoup de choses qui sont bonnes. On a appris beaucoup de choses. On a fait aussi des erreurs, ça arrive. Mais le bilan aurait pu être beaucoup plus grave si ce type de pandémie se serait déclaré, je dirais, il y a 20 ans. Ça veut dire qu'il faut se préparer à se vacciner tous les ans, comme pour la grippe? Je ne sais pas. Vous savez, je vais vous dire la chose la plus honnête, et ça, je n'ai jamais hésité à le dire, que ce soit dans un comité ou que ce soit sur un plateau, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va devoir se vacciner tous les ans, et même si c'est tous les ans, qui devra se faire vacciner? Pour l'instant, on n'est pas encore dans une situation où on parle de saisonnalité en ce qui concerne, pour nous, ce qui concerne ce virus, parce que les vagues peuvent arriver à tout moment. Donc, je crois qu'on va rester prudent. L'avantage qu'on a, par exemple, avec la grippe, c'est qu'on se prépare au mois de septembre et qu'au mois de mars, on dit, c'est fini. Du moins, en gros, d'accord? Dans l'hémisphère nord, évidemment. Mais c'est pour ça que je crois que c'est une possibilité, mais je crois que ça serait aussi surtout pour les gens les plus vulnérables. Et en un mot, pour beaucoup, la 4e dose, que ce soit en Israël ou autre part, la 4e dose, elle s'appelle Omicron ou elle s'appelle BA2. Ça, c'est évident aussi pour moi. Guillaume? Oui, moi je voudrais faire aussi une parenthèse optimiste. Pourquoi? Parce que c'est la technologie qui a effectivement permis d'avoir un bilan extrêmement atténué par rapport aux précédentes épidémies, que ce soit la grippe espagnole ou toutes les pestes, etc. Et la technologie, il y a eu 2 ruptures technologiques. Un, le digital, que ce soit les QR codes, tout ce qui est vidéo, etc. Et le vaccin. Et par analogie, si vous vous souvenez, il y a plus de 150 ans, il y avait le choléra à Paris, la crise de choléra à Paris. Et c'est ce qui a permis de rebâtir le Paris de Haussmann. Donc, il y a du plus, la technologie, grâce au vaccin ARN, grâce à toutes les découvertes qu'on a fait grâce à cette épidémie, il y aura de nombreuses vies sauvées dans le futur et à venir. Et c'est une grande prouesse technologique que l'humanité a fait avec un travail de globalisation et de veille scientifique extraordinaire. Jean-Pierre? Moi, je voulais revenir. On n'a pas assez parlé de ce qu'on appelle la fatigue pandémique, c'est-à-dire que les gens, on est dans une phase où les gens, ils ont envie d'oublier ça et de tourner la page, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a un abandon peut-être un peu trop massif des gestes barrières dans un certain nombre de pays. Mais donc, si on veut être optimiste, moi, je rejoins aussi le fait que l'histoire naturelle de cette maladie peut qu'on conserverait, qu'une grande partie de la population conserverait une immunité modulo 4e dose, autre chose, on verra. Mais sur le court terme, je pense surtout aux gens immunodéprimés à risque, en fait, et qui ont des facteurs de risque, et chez qui le vaccin n'a pas fonctionné. Et je pense que sur le court terme, c'est vraiment pour eux qu'il faudrait se mobiliser. La 4e dose, si ça marche, il faut la faire rapidement, donc ça, c'est en cours. Et aussi la disponibilité, notamment des antiviraux, des anticorps monoclonaux, pour cette population-là. Ça, c'est sur le court terme. Après, sur le long terme, juste pour revenir sur la fatigue pandémique, parce que il en a parlé Guillaume, la 2e vague à San Francisco, ils abandonnaient le masque qui était obligatoire pour la première, ça a été une catastrophe. Donc, il faut regarder aussi l'histoire des pandémies pour comprendre que la fatigue pandémique, c'est potentiellement un très gros risque en fin de compte. Et là, il faudra jouer très bien. Je vais juste dire sur les pays non autoritaires, le premier confinement en France, il a été volontairement suivi par la majorité de la population française. C'était incroyable, et pourtant on n'est pas en dictature. Donc le problème, c'est qu'est-ce que les gens vont accepter face à un risque qu'ils vont évaluer autrement, pour une partie de la population par exemple, dans le temps en fin de compte. Alors en Chine, il y a moins de fatigue pandémique qu'ailleurs parce que c'est peut-être plus autoritaire. Nous, on est confrontés à cette évolution possible. Voilà, il y avait une question qu'on n'a pas abordée. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes préventives, on n'est pas dans le traitement,
que la vaccination, eh bien, on a un peu parlé de l'isolement, un peu parlé des masques. Est-ce qu'il y aurait une méthode qu'on aurait oubliée, les gestes barrières, les mains propres? Alors, le Paxlovid, c'est de la prévention secondaire. C'est-à-dire, si on est à risque, on a chopé le Covid, on a un début de fièvre, très rapidement, dans les moins de 5 jours après le début, il faut prendre ces comprimés et il y a une réduction du risque de se retrouver à l'hôpital. Quel comprimé? Alors ça, c'est Paxlovid et avec Evusheld, ça protège. Mais il faut que ce soit avec un médecin. Il faut faire attention parce que malheureusement, les gens à risque prennent beaucoup de médicaments et il y a un risque d'interaction. Il faut vraiment regarder ça avec précision. Voilà, alors nous terminons sur cette note optimiste. Peut-être savoir leur avis sur la prévention, peut-être en Chine et en Israël. On a à peu près abordé tout. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur la prévention? En fait, la prévention, c'est très facile. Il y a 3 directions. Ça fait B, U, T. B, les gestes barrières avec les 4 M, masque, main, mètre, Mistral. Le V, c'est le voyage et les vaccins. Et le T, c'est le test, track et triage. C'est les 9 éléments préventifs que tout pays a dû affronter avec chacun ses caractéristiques, ses outils et chacun à géométrie variable. C'est pour ça que c'est passionnant en termes de géopathologie. Chacun réagit avec son historique, etc. Voilà. Cyril, prévention. Non, je crois que la chose dont il faut se souvenir, c'est qu'il faut être réactif. C'est qu'une campagne de vaccination ou des mesures n'ont de succès que si la population adhère. Et c'est pour ça que je crois, si on a parlé ici de la fatigue de cette pandémie, etc., je crois qu'il faut prendre en compte qu'il faut d'une manière responsabiliser le public et entre guillemets lui faire comprendre que s'il y a urgence, eh ben on se comporte en tant qu'urgence, et si justement on peut relâcher, on relâche. Et je crois qu'avec des méthodes qui sont plus flexibles, ça passe mieux que de décréter quelque chose qui, c'est vrai qu'à la base on ne connaissait pas. C'est pour ça que le premier aussi confinement, je pense, a été suivi. C'est parce qu'on avait peur, on savait pas ce qui arrivait. Mais d'un autre côté, je crois qu'il faut assez être réactif. Et puis tout ira bien, parce que je crois que c'est pas le premier coronavirus que l'humanité affronte. On en a 4 justement qui causent des rhumes saisonniers ou même pas saisonniers. Au contraire, ce sont des rhumes qui arrivent. Donc j'espère qu'on s'oriente vers ce processus qu'on aura. On parlera même plus d'Omicron ou de quoi que ce soit, juste d'un rhume. Voilà, je l'espère. Merci beaucoup à tous les 3. Je rappelle, alors vous le voyez à l'envers, parce que. Non, à l'endroit. Vous le voyez à l'endroit. Bon. Donc, Covid-19, la première pandémie de l'ère digitale par Guillaume Zaguri aux éditions Médiciline. C'est Covid-21. Covid-21 en l'occurrence. Covid-19. Covid-21, c'est parce que je voyais à l'envers. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à nos chers experts, merci au public qui, par ses questions, a contribué à cette animation. Et puis, le prochain webinaire, je ne peux pas vous dire encore quand, mais peut-être pas sur la Covid quand même. Il faudrait bien qu'à un moment, on passe à autre chose. Il y aura quelques recommandations de Frédéric. Oui, il y aura le replay qui sera disponible sur le site de France Asso Santé dès demain. On fera en sorte que ce soit le cas. Voilà. Bonne fête à tous. Sortez bien d'Égypte. Raksamer. Merci, Raksamer. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.